Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11 h sur la RTB. Elle permet d'analyser, de décrypter, de commenter les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec des confrères de la presse nationale. Alors pour ce dimanche, nous allons nous intéresser à 5 sujets. Nous espérons que le temps va nous permettre de les aborder tous. Le premier sujet est en rapport avec le rapport 2015 de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Deuxième sujet, les résultats et l'organisation des élections municipales partielles et complémentaires du 28 mai dernier et la relecture du code électoral. Troisième sujet, la nouvelle coalition de certaines organisations de la société civile baptisée Coalition Bori-Bana. L'accord entre le gouvernement et le syndicat du Trésor qui a mis fin à plusieurs semaines de grève des agents du Trésor, c'est le quatrième sujet. Et enfin, nous allons parler de la décision du président américain Donald Trump de quitter l'accord de Paris sur le climat. Pour débattre de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de 4 confrères. Ce sont des visages et des noms que vous connaissez déjà. Ladi Bama du journal Le Reporter. Bonjour Bama. Bonjour, également sur ce plateau, Soumaël Arabo de la radio Savane FM. Bonjour. Bonjour, Saïd. Nous avons avec nous Bernard Bougouma de Watt FM. Bonjour, Bougouma. Et enfin, Yacinthe Sanou de Omega FM. Bonjour. Bonjour, avocat. Voilà, merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est le sujet qui fait l'actualité en ce moment au Burkina Faso. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption a remis son rapport 2015 au président du Faso en début de semaine. Les investigations et audits ont concerné 28 entités et 11 structures sur la période 2012-2014. Ils ont permis de mettre à nu des malversations d'un montant global de plus de 31 milliards de francs CFA, dont 25 milliards pour le compte de la présidence du Faso. Alors, c'est une actualité que vous avez suivie. Vous avez certainement jeté un coup d'œil sur le rapport. Quelle est votre réaction sur ces révélations contenues dans ce rapport, Bougouma? Merci, c'est la tradition qui continue. On ne pourrait pas s'attendre à mieux dans un rapport de la SULC parce que les malversations au Burkina Faso, c'est à longueur de journée. Alors, Nibana qui est là, ils étudient à chaque parution. Et donc, bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est plus que des rapports maintenant, c'est ce qu'on attend. Sinon, des rapports, il y en a assez. La SULC en a produit sous Henri Bruno Bessin, avant Luc Marius Ibriga. Celui de la Cour des comptes, lui aussi produit à profusion. Donc, bon, c'est la continuité, puisque la production du rapport fait partie des attributions de la SULC. Donc chaque année, déposer un rapport sur la gestion de la situation. Malheureusement, à chaque rapport, le taux de malversation augmente, le nombre, le montant qui sont restés, en tout cas qui ne sont pas parvenus à destination, le montant également se gonfle. En fait, c'est ça le problème. Donc on a l'impression que le rapport, c'est juste faisant partie des activités ordinaires de la SULC. Bon, maintenant, Luc Marius Ibriga a précisé qu'il y a plusieurs dossiers en justice. Il y en a qui sont jugés, il y en a qui sont en train de l'être, il y a des enquêtes qui continuent. Mais donc on espère qu'à partir de maintenant, la situation va changer parce que sous la transition, quand il est arrivé, il a travaillé à rendre la SUE beaucoup plus opérationnelle. Je pense que c'est en ce moment-là que LCL a été ajouté, lutte contre la corruption. Donc on attend maintenant mieux que des rapports qui vont être produits pour alimenter les débats de jour sur sauver la République, alors qu'à la fin on n'aura rien à gérer, parce que peut-être la justice ne va pas s'en servir et puis ça va rester comme ça. Donc ça va être déplorable si réellement ça va continuer dans les mêmes travers. Mais déjà, c'est bon à prendre parce que ça permet d'avoir une idée de comment est-ce que les uns et les autres s'amusent avec l'argent public, s'amusent avec nos sous. D'accord.
Alors, Luc Marius Ibliga s'est également offusqué du fait que c'est la présidence elle-même qui soit, c'est-à-dire au devant, si on peut le dire, en termes de milliards concernés, 25 milliards pour le compte de la présidence, devant toutes les autres structures en matière de gestion des fonds publics arabes. Oui, mais c'est la présidence sous l'ancien président Blaise Compaoré, donc c'est pas beaucoup étonnant. Il ne gérait pas le pays comme s'il allait rendre compte demain. Voilà, il gérait comme si il n'y avait que lui, quoi. Vous imaginez, la SCE ne serait pas allée à la présidence pour fouiller sous Blaise Compaoré. Voilà, aucun inspecteur n'y serait même allé. Je ne crois pas. Donc, ce n'est pas vraiment étonnant. Ce qui est étonnant, c'est la superposition, l'accumulation des rapports pendant qu'il n'y a pratiquement pas de sanctions. Voilà. Dans un pays où on devait chercher vraiment, avec la torche, le moindre centime pour multiplier les investissements, c'est vraiment ahurissant que les rapports s'accumulent sans qu'on les sanctionne vraiment les gens. Et on a vu ces dernières semaines-là les révélations de nos confrères des journaux d'investigation et on demande aux agents comptables, aux caissiers de rembourser. Vraiment, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut parler de changement dans un contexte comme ça, où l'argent est dilapidé et où il y a zéro sanction, où le président est choqué et il y a zéro sanction. Non, c'est incompréhensible. Incompréhensible. 25 milliards sous Blaise Compaoré, c'est quoi? 2012 à 2014. J'ai dit, ils n'ont même pas tout cherché, hein. Sinon ils auraient trouvé plus. Oui. D'accord. Alors, Bama, quelle est votre réaction par rapport à ce rapport fourni par la SELC? Non, comme les autres l'ont dit, hein, c'est la tradition qui se poursuit. C'est un rapport de plus qui vient s'ajouter au tas qui était déjà là. Il n'y aura rien, comme d'habitude. Il n'y aura pas de sanctions. On va continuer à faire l'apologie de la corruption au Burkina, comme ça, parce que c'est ça. On tend même finalement à banaliser la corruption finalement au Burkina. Hein. C'est-à-dire quand les rapports sortent, on parle de ces chiffres-là, les gens en rient et puis bon, on continue, il n'y a rien. Alors, le contrôleur général a précisé qu'il y avait 55 dossiers hein, qui sont en justice pour... S'il le dit, en tout cas, puis je dis que ça n'a pas commencé maintenant. Les rapports de la SEE, ça n'a pas commencé maintenant. Il y en a eu tellement. Il n'y a pas eu de sanctions jusqu'à présent. On n'a pas encore vu, en tout cas, de décision de justice qui a sanctionné quelqu'un qui a été épinglé par la SEE jusque-là. Mais en tout cas, peut-être que je me trompe. Il y a eu peut-être un manque de vigilance de ma part, mais en tout cas, je n'ai pas encore vu un dossier comme ça qui a été traité au terme où on a vu que quelqu'un a été sanctionné. Les gens continuent de voler et il n'y a rien. Et enfin, on viendra encore nous dire ici que, bon, on déplore l'incivisme dans le pays. Mais c'est pas, il ne faut pas déplorer, c'est la normale des choses. Parce que le citoyen lambda qui est là, qui voit qu'en haut là-bas, on vole des milliards, on vole des centaines de millions et puis il n'y a rien. Tout ce qu'on peut faire comme sanction, c'est juste déplacer la personne, le mettre à un autre poste et puis bon, ça continue. Mais ne lui demandez pas d'être civique, c'est pas possible. Il va aussi chercher à voler, il va aussi chercher à bastonner les portes d'âme au coin des rues. C'est ça aussi, hein, l'incivisme, c'est ça. Parce que quand le citoyen lambda, il voit que ceux qui le dirigent, ils n'ont aucun civisme dans leurs actes, mais lui ne demandez pas d'être civique. C'est pas possible. Il va, la pauvre dame, qu'on a frappé la dernière fois, elle a été au mauvais endroit, au mauvais moment. Sinon, en réalité, quand tu regardes les gens qui ont fait ça, on ne la connaissait pas. C'est pas elle qui était visée, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi. Elle était au mauvais endroit tout simplement. Mais en réalité, le message que ce genre d'acte veut apporter à la République, c'est que les citoyens ont marre de leur autorité, ils n'ont plus confiance en leur autorité, il n'y a plus d'autorité dans le pays et chacun veut se rendre justice. Parce que quand on regarde les autorités, ils n'ont que du bien-être de ce pays, des citoyens de ce pays. Donc chacun pense que non, aujourd'hui chacun n'a qu'à se chercher, comme on le dit banalement dans la rue. Voilà. D'accord. Alors Yancent, vous avez le sentiment également que ces dossiers ne connaîtront pas une suite judiciaire?
Elles connaîtront peut-être une suite judiciaire, puisqu'il y a déjà 55 qui sont inscrits au rôle des audiences. Elles connaîtront une suite judiciaire, mais je pense que là n'est pas la question. Cette espèce de prime à l'impunité que vous avez vu dans les interventions de mes confrères, qui est là, on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a aucune sanction contre la corruption. Le rapport de la SE 2017 nous dit qu'il y a 31 milliards donc, du fait d'argent public qui ont donc été auteurs de mauvaise gestion. En 2009, la même ASE nous disait qu'on était à l'ordre de 1 milliard et quelques. Ça dit qu'en près de 8 ans, on a multiplié par 15 les malversations au sein de des deniers publics. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Tout ce qu'on a fait comme tapage, comme lutte contre dans le cadre de la lutte contre la corruption, rien n'a porté visiblement. Et je pense que c'est ça, ce sentiment-là qu'il faut travailler à effacer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'aujourd'hui, bien que le président soit choqué sur certains dossiers, bien qu'on demande à certaines personnes de rembourser, aujourd'hui, on n'a pas de sanctions réelles des corrompus et aussi des corrupteurs. Parce que tant qu'on n'aura pas des exemples, tant qu'on n'aura pas de répression, il y aura toujours cette corruption galopante là dans nos rues. Et justement, à propos du rapport 2009, le contrôleur général a dit que depuis 2009, il y a des dossiers qui sont en justice et qui sont toujours là. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Là, Ibama dit qu'il n'y a pas eu de sanctions en justice. Probablement, il y en a eu. Mais ce n'est pas des sanctions qui dissuadent les gens. Ce n'est pas des sanctions de nature à dire aux gens, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça dans ce pays des hommes intègres. Non, c'est des sanctions qui les encouragent à voler davantage. Moi, j'ai entendu le contrôleur général d'État sur la RTB, dans la controverse, dit, mais dans quelques années, ça sera plus utile de faire des rapports de la SEU si ça continue comme ça. Parce que les gens disent finalement, vous faites les rapports, à quoi ça sert? C'est lui-même qui le dit. Et il sent les choses. Parce que quand vous mettez un dossier comme ça dans le circuit de la justice, vous êtes parti pour faire 10 ans. Le gars, il est parti pour prendre sa retraite avant d'être sanctionné. Donc la justice n'est pas efficace dans des situations comme ça. Ce qui est efficace là, Conseil des ministres, dégagement. Et puis vous saisissez ces biens. Le contrôleur général d'État a dit qu'il n'y a pas une loi qui permet, contre les délits infractionnels, c'est-à-dire qui permet de saisir les biens de la personne. Quand vous arrêtez la personne, vous voulez même la poursuivre en justice, la personne organise son insolvabilité. C'est-à-dire la personne vide ses comptes, met l'argent au nom d'autres personnes, et puis vous ne trouvez rien. Donc finalement, ce que vous pouvez prononcer comme sanction, peine là, c'est une peine d'emprisonnement. 3 ans, 5 ans. Et puis la personne ressort, ces 600 millions sont là, ces 800 millions sont là, ces 2 milliards sont planqués quelque part, et puis elle vit sa belle vie. Dans un pays aussi pauvre là, comment vous pouvez vous comporter comme ça? Non. Dès lors qu'on épingle quelqu'un, prochain conseil des ministres, dégagement, poursuite judiciaire, et puis on voit venir. On saisit les biens, des mesures conservatoires dans le service en question. Vous allez voir. Dans 6 mois, là, vous proposez 1000 francs à quelqu'un, il ne prendra pas. Même pas le policier dans la rue. Il ne prendra pas. Mais tant que le président se choque, et puis il n'y a rien. Oh, mais vous dites aux gens, chacun n'a qu'à se servir. Oui, Bama. Et puis, il y a un aspect important. C'est-à-dire que quand on parle de tout ça, et regardez un peu dans ce rapport, de ce dernier rapport, les institutions qui sont épinglées, la qualité des institutions épinglées, la présidence du FASO, la grande chancellerie, le SND, et puis bon, la police nationale et puis la douane, bon, ça c'est connu. Maintenant, voilà, je veux dire, c'est des institutions qui étaient censées incarner l'éthique, c'est-à-dire que ceux qui devaient donner le bon exemple. Et c'est eux qui sont épinglés surtout dans ces pratiques-là. La grande chancellerie qui décore les gens, c'est là-bas qu'on voit ça. Et même l'inspection générale des finances, où apparemment le premier responsable se comporte en shérif dans sa maison là-bas, et puis voilà. Mais que voulez-vous que les autres fassent quand c'est comme ça dans un pays? Il ne faut rien attendre des citoyens lambda, c'est pas possible. C'est foutu. Alors donc, il faut vraiment des actes forts pour faire changer les choses dans ce pays. Et quand on regarde ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, apparemment, il ne faut rien attendre d'eux. Ils ne vont rien faire parce que quand on regarde au fond, sanctionner quelqu'un dans ce pays, c'est comme se sanctionner soi-même parce que c'est ça.
C'est la triste réalité. Donc voilà, on est vraiment mal barré. Oui, Bernard Bougouma. Oui, mais en fait, il faut effectivement renforcer les dispositions de la loi. Mais c'est comme le contrôleur général l'a dit, il construit son cimetière avec l'argent du peuple. Vous ne pouvez pas saisir. Quelque temps après, il revient gérer ses biens. Après quelques mois d'emprisonnement, ou bien quelques années d'emprisonnement, mais il revient gérer ses biens. Ce n'est pas retiré. Il faut, en fait, on dit à partir de tel montant, puisqu'à partir d'1 million, c'est un crime. C'est déjà clair. Mais pourquoi à partir d'1 million, c'est un crime? Il vole des millions, il construit des villas avec, il construit des cimetières avec, il devient un promoteur immobilier en tant que, alors qu'il est fonctionnaire de l'État. Et il n'est pas inquiété. Et il n'y a rien. Il n'y a rien qui est saisi. Et puis bon, paf, il se la coule douce et les autres voient. Donc, en fait, c'est ça le vrai problème à ce niveau. Donc, il faut renforcer les dispositions de la loi en la matière. Pour qu'effectivement, au Conseil des ministres, un tel a été épinglé pour celui, ce n'est pas le chef de l'État qui s'offusque. Ce n'est pas une affaire de s'offusquer. Bon, à l'heure qu'il est, peut-être que maintenant, son mercenaire doit être en train de chercher les vrais produits parce qu'avec ces gros trucs qui viennent, que la SOE vient de montrer, je ne sais pas maintenant dans quel état se trouve le chef de l'État. Voilà, non, il ne faut pas se leurrer, le chef d'État n'est pas du tout choqué, il ne faut pas... C'est le porte-parole qui a dit. C'est le porte-parole qui a dit. C'est le porte-parole qui a dit. Non, non. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Bernard Bougouma, ce n'est pas une affaire de loi. Non, c'est les gens qui nous gouvernent là, qui ne sont pas de bonne volonté. Non, la justice ne veut pas sanctionner. Et l'exécutif ne veut pas sanctionner, ne veut pas discipliner les gens. Non, ce n'est pas les textes. Parce que les textes là, est-ce que vous connaissez un texte qui dit que le vol est permis ou la corruption est autorisée? Non. Tous les textes qu'on a là répriment la corruption, le vol, les malversations financières. Donc il suffit de les appliquer. Maintenant, si on les dépose, même si on les écrit bien, si les gens ne veulent pas, on va continuer à dilapider les biens du pays. C'est ça. Parce que la SCLC aujourd'hui a tellement de pouvoir. Tellement de pouvoir. Mais il ne suffit pas que la SCLC fasse son travail. Il faut que d'autres prennent le relais. Aujourd'hui, il n'y a que la presse pour prendre le relais de la SCLC. Et c'est le contrôleur général lui-même qui le dit. Beaucoup de personnes aussi critiquent la justice qui ne s'est pas saisie de cette... La justice ne veut pas sanctionner. Non, la justice ne veut pas s'auto-saisir. On a vu même comment la commission d'enquête sur la justice là, a des problèmes du fait de certains magistrats. Alors, je reviens pour dire, en fait, c'est parce que le contrôleur général a dit, vous ne pouvez pas saisir ces biens parce qu'elle trouve l'astuce de changer les noms des personnes, de vider les comptes bancaires. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est là le vrai débat. Ce n'est pas qu'il n'est pas épinglé, ce n'est pas qu'il n'est pas pris. Norbert Zongo d'ailleurs le disait dans ses écrits. Tu épingles un tel, on vient vérifier, c'est vrai, on le change de poste. Et il continue. Et il continue. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre un frein à tout ça? Il faut effectivement... Oui, même la question que Bernard pose, en fait c'est parce qu'il n'y a pas une réelle volonté. Sinon, s'il y a une réelle volonté, même ces stratégies qu'ils emploient, là, on peut les déjouer. C'est-à-dire, surtout avec la nouvelle loi anticorruption, oui, on ne peut pas mettre un enfant qui a peut-être 18 ans à qui on construit une villa, un bâtons, on lui donne. Il n'a qu'à nous prouver comment il a travaillé pour avoir cet argent-là. Un enfant qui a 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays pour se retrouver propriétaire d'une grosse maison à Ouaga 2000? Il y a tout ça. En fait, c'est parce que les gens ne veulent pas creuser, ils ne veulent rien faire, ils s'asseyent là, ils disent non, ils sont distraits. Non, ça peut pas marcher. Hein? Et puis ce que Rabot disait tantôt, en réalité, c'est pas qu'il n'y a pas eu de sanctions en tant que tel, mais quels sont les gens qui ont été sanctionnés? Dans ce pays, on connaît les dossiers emblématiques qui ont été épinglés par la SE. Il y a la CNSS, il y a même la RTB où on est aujourd'hui. Il y a eu de gros milliards qui ont été volés dans tout ça. Mais qu'est-ce qui a été fait? Rien. Il n'y a que peut-être les petits, le mini-fretin, peut-être qu'on a dû sanctionner dans les coulisses de tous certains procès en justice, mais les vrais dossiers, les gros poissons, comme on le dit, n'ont jamais été inquiétés, on le voit. Et récemment, quand on a nommé un nouveau directeur général à la CNSS, quand on a évoqué son passage à Carrefour, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que non, c'est vrai qu'il a été épinglé par des rapports, mais est-ce qu'il a été jugé? Mais si on ne veut pas le juger, comment on peut avancer? Hein? On ne l'a pas jugé, on est d'accord, mais est-ce que ça enlève le fait qu'il y a eu des malversations sous sa gouvernance à chose, quand il était ministre à Carrefour? Oui, tout le monde le reconnaît, mais tout simplement parce qu'on n'a pas jugé. Non, on n'a rien à lui reprocher. C'est malheureux. D'accord. Alors,
Il faut dire aussi qu'il y a eu des malentendus, des interprétations de cet rapport. Des gens ont pensé que c'était la gouvernance sous Michel Kafando, donc sous la transition, qui était donc remis en cause. Oui, en fait, je pense que ce qui a trompé les gens, c'est le titre. Le rapport de la SELC 2015. C'est le rapport de 2015, mais qui a travaillé sur les activités qui ne relèvent pas de 2015. Et donc, c'est le rapport d'activité de 2015. Et donc, les activités qui ont eu lieu avant 2015, le rapport s'est tablé là-dessus. Effectivement, quand vous fiez au titre, rapidement, vous dites que ce qui est contenu concerne la transition. Alors qu'au niveau de la transition, il y a beaucoup qui attendent de régler leur compte à la transition, qui ont même déjà jugé ou condamné certains éléments de la transition, certaines gestions de la transition, et qui attendent confirmation à travers un rapport ou à travers une décision de justification. Voilà, donc, dès lors que c'est tombé, voilà, on a dit que c'était pas une transition, c'était des voleurs, c'était des magouilleurs, malheureusement. Le contenu n'a pas été feuilleté. Je pense que c'est ce qui a créé cette incompréhension avec Michel Kafando qui s'est retrouvé malgré lui sommé de payer 4 milliards. Je pense que c'est cela, mais bon, l'un dans l'autre, tel que c'est intitulé, si vous fiez à ce qui est dit déjà à la page de couverture, vous vous trompez. Je pense que c'est... Mais il y a une partie de la transition quand même, parce que de 2012 à 2014, il y a une partie, parce que la transition, c'est vrai qu'elle a eu... C'était 2015, mais bon, novembre 2014, décembre 2014, c'est dans la transition. À moins que les autres se soient arrêtés à partir du 30-31 octobre, parce que Zida a pris le pouvoir au matin le 1er novembre. Michel a récupéré le 21 novembre, puis terminé le mois de décembre 2014. Bon, ça c'est le problème des Burkinabés. Au lieu de faire des analyses de principe, ils font des analyses de personnes. C'est-à-dire, ils sont là, c'est la tête du client qui les intéresse. Moi, je ne fais pas des analyses comme ça. Moi, je parle de mon pays. Les principes doivent être les mêmes pour tout le monde. Si les transitaires en griffe, comme les gens les appellent, sont des voleurs, il faut les dénoncer comme tels. Si Blaise Compaoré et son régime ont pillé les biens de la République, il faut le dire avec force. Moi, je n'ai pas de problème de personne. Là où je dis que nous sommes dans une comédie nationale, c'est là où j'invite les gens à regarder comment le dossier Ousmane Guiro a été traité en justice. C'est-à-dire, vous prenez tous les maillons de la chaîne de la République, tout le monde fait du théâtre. Voilà. Et moi, j'ai vu les douaniers aller défendre Ousmane Guiro au procès lors des assises criminelles en 2015. C'est totalement fou. Totalement fou. Je ne sais pas quelle éducation les gens ont reçue à la maison et à l'école pour encourager la corruption, le vol, le pillage des deniers de la République. Si on continue comme ça, même Dieu ne va pas nous pardonner. Non, ça c'est vrai. Bon, ça veut dire, non, je dis, regardez, regardez, vous faites de votre pays ce que vous voulez que votre pays soit. Si on continue à faire cette comédie-là, ne soyons pas étonnés que, je crois que le monsieur s'appelle Laurent Bigot, c'est ça? Le Français qui avait prédit l'enfoncement du Burkina Faso après le Mali. Ne soyons pas étonnés que n'importe quoi puisse se faire dans ce pays-là. Parce que dès lors que vous encouragez la corruption, l'injustice, tout est permis dans votre pays. Puisque c'est la jungle que vous avez créée. Il faut qu'on en sorte, et le plus rapidement. Et ça demande que nous soyons tous des gens courageux. Il ne faut pas qu'on s'amuse. C'est l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la blague. Parce que quand la SES se dit que 31 milliards ont été détournés, non, c'est peut-être 10 fois, 100 fois plus. Puisque les inspecteurs, les contrôleurs d'État, quand ils arrivent, c'est ce qu'ils ont vu là. Quelqu'un m'a dit, quand on dit que le budget de l'État c'est 1500 milliards là, mais avant les 1500 milliards de 2017 là, le compte au trésor là, il y avait combien dedans? Qu'est-ce qu'on en fait? On donne des prêts à des ministres qui ne remboursent pas, non? Est-ce qu'on nous rend compte de ça? Il faut qu'on arrête avec cette comédie-là pour que notre pays progresse. Sinon, nous sommes totalement compromis. Oui, Hyacinthe voulait réagir, oui. Non, c'était juste par rapport au rapport lui-même, parce que ce n'est pas que le titre du rapport, il y a même le contenu du rapport qui porte à confusion. Et sans cela, je pense que le rapport aurait gagné à être plus digeste. Je prends simplement certains cas. Pour ce qui est des 2014 et antérieurs, ce qu'on nous dit, le rapport porte sur les malversations 2014. Mais vous avez des activités, des malversations, des interventions de la SEE qui portent par exemple sur le programme de socio-économique d'urgence de la transition, qui n'était pas en 2014. Vous avez également, au niveau de la présidence du FASO, justement, d'où est parti le problème, un compte qui est ouvert à l'UBA, à la BIB-UBA,
qui porte donc sur des malversations, des opérations irrégulières, comme la SE l'appelle, de janvier 1997 à décembre 2015. Alors, ce n'est toujours pas 2014 antérieur seulement. Donc, il y a autant de coquilles, peut-être, je dirais, dans le rapport qui aurait gagné à être plus explicite pour éviter tout amalgame. Et je pense, malgré les explications du contrôleur général d'État, qui ont gagné à avoir le nom. Malgré le fait qu'il y ait la présomption d'innocence selon lui, mais je pense qu'on gagnerait à citer nommément les personnes incriminées. Si X a détourné tant de francs et qu'on lui demande de rembourser solidairement avec Y, qu'on les cite nommément et il n'y a plus d'imbroglio autour de ce rapport. Je pense que ça aurait aimé, il le mérite en tout cas de lever le flou autour du contenu en tout cas de ce rapport et ça allait permettre de mieux le comprendre. D'accord. Alors, il faut qu'on avance parce qu'on a beaucoup d'autres sujets qui sont au menu de cette émission et nous allons parler des élections municipales qui se sont déroulées. C'était des élections partielles et complémentaires et la date c'était le 28 mai dernier. À l'issue du scrutin, les résultats provisoires ont été proclamés par la CENI et quand on regarde ces résultats, on voit que le MPP est venu en tête et est arrivé en tête dans 16 communes sur les 19 où se sont tenues ces élections partielles et complémentaires. Alors avant de parler des résultats, alors qu'est-ce que vous avez pensé de l'organisation de ces élections? Parce que ce n'était pas évident. Il y a certaines communes où il y avait vraiment des tensions. La CENI a-t-elle réussi l'organisation de ces élections? Hyacinthe. Alors, je dirais, comme elle aime le dire dans ce genre de cas, pour un coup d'essai, c'était un coup de maître, en tout cas, quelques exceptions près. Je pense que sur le plan organisationnel, ces élections ont été une réussite, notamment dans le dispositif sécuritaire qui a permis en tout cas aux citoyens des 18 communes et de l'arrondissement concerné d'aller voter sereinement. Parce que la crainte était autour de la menace qu'on connaît, terroriste, mais également des problèmes conflictuels dans certaines communes et donc dans l'arrondissement 4. Je pense que sur ce plan, en tout cas, le pari a été tenu par la CENI. Il y a toujours l'épisode de Tambela Peul dans la commune d'Adam Tenga où il y a eu des individus qui ont été empêchés de voter par certaines notabilités coutumières. Je pense que la CENI a porté plainte à ce niveau. C'est des exceptions qui confirment donc la règle. Je pense que dans l'ensemble, les élections ont été propres, mais la question n'était pas les élections. La question, c'est la mise en place des conseils municipaux. Parce qu'en 2015, on avait eu des élections aussi dans le même ordre d'idée, mais c'est la mise en place des conseils municipaux qui avait posé problème. Alors maintenant, c'est de savoir si les différentes parties sont prêtes à poser balle à terre et à établir des conseils municipaux, à même de démarrer le travail, d'éviter donc qu'on aboutisse à des délégations spéciales. J'espère que les différentes parties ont intégré cette menace-là de délégation spéciale sur les communes pour préserver l'intérêt supérieur de la commune plutôt que des intérêts politiques ou des intérêts personnels. D'accord, oui. Bougouma. Oui, effectivement, l'organisation, en tout cas, pour le moment, ça réussit, mais tout sera couronné par la mise en place des différents bureaux. Parce que c'est là que le problème risque de venir. Alors, à l'arrivée, est-ce que les choses vont rentrer dans l'ordre? Saponné, le MPP a une majorité confortable, avec 44, l'UPC à 29, le CDP à 7. Donc, si les deux s'unissent, ils n'arrivent pas à battre le MPP. Mais c'est la guéguerre interne au niveau du MPP qui a d'ailleurs plus ou moins joué sur cette situation qui n'est pas encore réglée. Parce que hier déjà, il y a des informations qui faisaient état de ce que, au niveau du MPP, entre eux-mêmes, par rapport au choix de celui qui va présider la mairie, ça pose déjà un problème. Il y en a qui, la tête de certains ne plairait pas. Donc, en fait, c'est tout ça. Maintenant, là où il y a eu des échauffourées, par exemple, où il y a eu élections suivies de violences, il y a eu reprise, comment est-ce que ça va s'opérer quand on sait que ce sont les mêmes acteurs qui sont encore candidats? Et il y en a qui ne sont pas candidats seulement pour rester conseiller municipal. Il est candidat pour être élu maire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il y a cette situation-là qui va venir maintenant tout couronner. Et là, Newton Ahmed Bari, qui avait pris son bâton de médiateur pour faire le tour des communes à risque, il ne va pas chômer ces 2 jours-là, en temps normal. Parce que bon, puisqu'il faut que tout cela finisse, pour qu'on puisse dire que bon, tout a été bien.
parce que ce n'est pas encore totalement fini dans certaines localités, compte tenu de ce qui s'est passé et compte tenu des enjeux. Donc on attend de voir. Sinon, pour le moment, côté organisation, bon, comme on le dit, c'est RAS qu'on n'a rien à signaler. Maintenant, bon, il reste l'autre paire de manches, c'est la mise en place des exécutifs locaux qui va déterminer le reste. Oui, on a vu que l'arrondissement 4 est finalement pas un arrondissement qui doit être géré par une majorité présidentielle. Encore, il y a un autre parti qui a raflé la mise au MPP. Oui, c'est l'ODT. Oui. Non, c'est devenu une tradition à l'arrondissement 4, hein, l'ODT d'Anatole Bonkongu, qu'on présente mais parfois comme s'il était le premier responsable du parti, a toujours, hein, depuis qu'il a quitté le CDP en tout cas, eu la majorité. Maintenant, il faut quelquefois faire des arrangements avec d'autres partis pour avoir la majorité absolue. Et en l'occurrence, maintenant, j'entends dire que les deux élus du MPP sont proches de l'ODT de Anatole Bonkongu et que ça fait déjà 11. Il se pourrait qu'il y ait une majorité confortable pour que Anatole Bonkongu soit député maire de l'arrondissement 4. Mais j'entends aussi de l'autre côté des gens dire qu'ils feront tout pour lui barrer la route. Moi, finalement, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que les gens ne savent pas pourquoi on fait la décentralisation. Ils sont encore dans leurs égos. Ils ne sont pas encore dans l'intérêt général. Ils n'ont rien compris de la démocratie locale. Et ça, c'est dommage. Parce que la décentralisation, on l'expérimente quand même depuis 1995. Et ça fait 22 ans quand même. La communication intégrale, ça c'est depuis 2006. Je crois qu'on devrait être à un certain niveau quand même. On ne devrait pas être à ce niveau-là où c'est des petits politiciens qui n'ont reçu aucune formation politique qui se font élire conseiller municipal. Non, on ne doit pas reproduire les travers de la politique politicienne de Ouagadougou là, dans nos petits villages. On demande aux gens de se réunir en famille pour construire leur village. C'est ce qu'on demande dans la démocratie, la démocratie locale et la décentralisation. On ne demande pas aux gens d'aller être les hauts représentants de leur parti politique dans leur village. Votre politique, il faut venir faire ça à Ouagadougou ici, entre Salif Diallo et puis Zéphirin Diabré. Au village, là, il faut vous unir entre fils et filles de votre village pour construire. Sinon, les autres qui se sont unis là vont vous dépasser. C'est ce que les gens doivent comprendre. Mais je vois des gens très mal intentionnés qui sont élus conseillers. Celui-là ne sera pas maire ici. Celui-là, tant que moi je suis là, il ne sera pas maire. Le pays là t'appartient. L'arrondissement là, c'est pour toi. Pourquoi? De quel droit? Non. C'est des centaines de milliers de personnes qui vivent dans ces arrondissements-là. Il faut les respecter. S'ils ont choisi des gens et qu'ils sont majoritaires, il faut faire en sorte que le maire vienne de là, puisque la légitimité impose ça. Si vous êtes élu et que vous gérez mal, là on peut vous sanctionner. Mais dire que vous ne serez pas élu, même si vous avez 9 conseillers sur 20, ça c'est quoi si ce n'est pas la force? C'est quelle démocratie ça? Qu'est-ce qu'on veut construire? Il faut qu'on change. D'accord, oui. Un mot sur le taux de participation qui a été évalué à 59%. C'est un taux moyen. Oui, moyen 50. Moi j'avais d'ailleurs 48-23, selon la même CENI. Dès que les chiffres étaient revus. Oui, ça à 57. 57, oui, c'est voilà. Sinon, je pense que le taux. Malheureusement, 4 c'est 30, pas plus de 30. Voilà, pas plus de 30. Le taux est acceptable. Le taux de. On se disait même que la CENI n'allait pas faire mieux en termes de taux de participation, compte tenu de ce qu'il y a eu comme bruit, et même du fait qu'au niveau des reprises, il y a eu un élargissement qui a permis à certains partis qui n'existaient même pas lors des municipales du 22 mai 2016 de faire acte de candidature. Donc les uns et les autres se disaient que, compte tenu également qu'il y a eu de la violence, il y en a qui allaient se réserver. Mais aujourd'hui, avec ce taux de participation, je pense que c'est bon à prendre. Moi, je ne m'attendais pas en tout cas à un score de ce niveau-là, compte tenu de ce qu'il y avait eu comme difficulté et le contexte dans lequel les élections étaient en train de reprendre. Il y a la vie qui est chère, il y a les attaques terroristes par-ci par-là, la grogne sociale. Donc les uns et les autres se disaient qu'ils n'allaient pas avoir de l'intérêt. Donc à 57%, je pense que c'est quand même un taux acceptable de mon point de vue. D'accord. Oui, Boma. Non, je crois que c'est ce que tout le monde a fait comme constat que j'ai fait aussi, parce que c'est vrai, jusque-là, le pari de la réussite de l'élection est gagné. Il n'y a pas eu de troubles et tout ça. Le président de la CENI avait comme projet ou comme
en tout cas, devise de faire zéro faute à ces élections. Oui, mais c'est comme on l'a dit aussi, attendons de voir, parce que là, moi je pense qu'on n'est qu'au début, au tout début, rien n'a encore commencé, parce que comme on l'a dit, et en réalité, le vrai problème reste à venir. On n'est pas encore au stade des vrais problèmes. Quand on prend l'ensemble des communes où il y a eu cette reprise-là, peut-être c'est quelques exceptions près, c'est au niveau de la mise en place des exécutifs locaux qu'il y a eu problème. En dehors de peut-être Bouroum ou Togoré, la grande majorité, c'est au niveau de... Donc attendons de voir à ce niveau-là, comment ça va se passer pour qu'on dise qu'il y a eu zéro faute. Et même au niveau de ces communes, comme Bouroum d'ailleurs, comme nous on a toujours dit au journal Le Reporter, alors quoi qu'il y a eu une décision de jury qui a autorisé la reprise avec tous les partis politiques là-bas, on a toujours dit que c'est un précédent fâcheux aussi qui a été créé là-bas. Attendons de voir la suite des événements dans ce pays pour voir, parce que là, si on sait comment est-ce qu'on a pu acheter cette sérénité-là pour gagner cette élection, c'est un prix qui n'est pas du tout acceptable en démocratie. Ce prix, on ne devait pas le payer. Accepter que les gens qui ont fauté les troubles pour empêcher l'élection puissent prendre part à cette élection, c'est un précédent fâcheux qui est là, qu'on doit pouvoir en tout cas évacuer. Mais attendons de voir la suite. D'accord. Alors, on va rester toujours dans le cadre des élections pour parler du code électoral qui est en relecture actuellement. Alors, en début de semaine, le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation a rencontré les membres, les représentants des partis politiques non affiliés au CEFOP et à la majorité présidentielle. On leur a remis donc l'avant-projet du nouveau code électoral pour amendement. Alors, c'est un code qui doit être utilisé pour probablement l'organisation du référendum sur la Constitution. Alors, comment vous voyez donc tout ce processus d'élaboration de ce nouveau code électoral, Hyacinthe? Au départ, oui, quand le ministre Simon Sadouga a rencontré les partis politiques et qu'il a expliqué justement les dispositions qu'on dit être prises pour le référendum, je me disais, voilà, au moins le référendum, on en parle tout le temps, mais il n'y avait pas de disposition légale. Voilà un pas qui était franchi. Mais lorsque j'ai pris connaissance de l'avant-projet lui-même, du code électoral, personnellement, je me suis demandé si on n'était pas en avril, et si ce n'était pas un poisson d'avril. Parce qu'il y a des dispositions dans le code, l'avant-projet de code électoral, qui véritablement, pour moi, je ne vois même pas... le débat ne se pose pas. Aujourd'hui, on vient de débattre tout de suite sur la capacité de la CENI d'organiser les élections. On veut substituer à la CENI une autorité administrative indépendante. Pourquoi faire? Pourquoi faire? La CENI n'a pas encore elle n'a pas fait zéro faute peut-être, mais elle n'a pas fait 20 sur 20 de faute aussi. Donc, je ne vois vraiment pas l'utilité de passer à une autorité administrative indépendante. En tout cas, de supprimer. Je ne vois vraiment pas en quoi. Parce que la CENI, dans sa représentation actuelle, je pense qu'au moins, nous avons des représentations de la majorité, de l'opposition, de la société civile. Pour moi, c'est ce qui permet de fédérer les tensions et les différents clivages politiques pour organiser certaines élections. Si vous prenez une autorité administrative, c'est simple. On veut copier certains exemples sans tenir compte de notre contexte. Le préfet et le haut-commissaire sont nommés par le ministre de l'administration territoriale, qui est d'un parti politique. Comment vous voulez que ces personnes-là puissent être indépendantes pour organiser des élections claires et transparentes? On ouvre également les différentes pièces qui peuvent servir, qui peuvent tenir de cadre électoral, à toutes les pièces qui ont servi à s'inscrire sur les listes électorales. Aujourd'hui, on peut s'inscrire sur une liste électorale avec un acte de naissance. Quelle est la garantie qu'on a aujourd'hui pour permettre d'éviter les fraudes sur les actes de naissance, si chacun peut aller brandir cela pour voter? Pour la CNIB, on a encore l'ONI qui permet donc d'avoir, de gérer cette incident. On peut au moins admettre l'intégration de la CNIB comme pièce de carte électorale. Mais pour moi, aller jusqu'à l'extrait de naissance, c'est véritablement ouvrir la porte à la fraude. Il y a autant d'aspects, hormis le nombre aussi de députés que l'on veut passer de 127 à 159. Je pense que ça peut s'expliquer aussi vu la démographie. Et puis si on prend le ratio, mes parents peuvent le font comme beaucoup d'enfants, donc il faut augmenter le nombre de députés. Nous, on veut avoir des ratios pour avoir, parce qu'avant on disait l'Assemblée des députés du peuple, donc il faut avoir un ratio qui représente donc les différentes composantes. Ça peut se comprendre encore. Mais je pense que véritablement, il y a un ensemble de points.
sans compter la question des Burkinabés de l'extérieur, qui est donc remise au calendrier grec, parce que là, on parle à partir de 2020, on a des dispositions même qui sont ajoutées, qui compliquent les participations. Pourtant, on était sur la phase de vraiment faire le tour. Pour moi, on était dans la phase de faire le tour maintenant pour les recenser et venir les faire voter. Si on doit encore compliquer leur inscription sur les listes électorales avec ce nouveau code électoral et encore remettre, donc à partir de 2020, on va voir de façon progressive leur implication dans le processus électoral, je pense qu'on remet en cause certains acquis qui, donc, pour moi, n'avaient pas lieu d'être remis en cause. D'accord, oui. Vraiment, je ne vais pas aller au fond de ce débat-là. Je tire une conclusion. Le pouvoir veut nous amener sur un terrain pour qu'on ne parle pas beaucoup de détournements, de malversations. Non, non, on veut susciter un débat comme ça, inutile. Non, non, ce n'est pas possible. C'est la même chose que sur la proposition de loi sur le droit de grève. Je crois que tout ça, c'est pour occuper la presse, hein, pour qu'on oublie les affaires de malversation financière. Sinon, ce n'est pas possible. Ça ne peut même pas passer. Non, ce n'est pas possible. Je ne vois pas comment on peut faire ce niveau de recul-là dans un pays démocratique. Revenir à l'inscription sur la liste électorale avec l'acte de naissance, pendant qu'on est en train d'envisager de voter avec les CNIB. Non, c'est totalement anachronique. Ce n'est pas possible. On veut nous occuper ces quelques mois-là. Comme on parle trop d'argent, ça dérange des gens. Ils veulent nous occuper à autre chose. Moi, je dis, on n'a qu'à parler de l'essentiel. Ça, là, ça ne peut pas passer. La proposition de loi sur le droit de grève, moi, je ne dis pas que ce n'est pas pertinent, mais je ne dis pas que ce n'est pas juste, mais ce n'est pas pertinent. C'est-à-dire, après une insurrection populaire, vous ne pouvez pas faire passer des lois comme ça. Ce n'est pas possible, sauf si vous voulez occuper des gens à des débats inutiles. Voilà. D'accord, oui. Non, ça, je suis tout à fait d'accord avec Rabo. Hein. Je m'inscris exactement dans la même dynamique. Et moi aussi, j'évite de me prêter à ce jeu-là. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire par ce genre de choses. Ça ne vaut pas la peine. Moi, parce que ça... Même en 88, on n'avait pas parlé de d'un tel projet. N'en parlons pas aujourd'hui. Mais le projet n'est pas encore validé, hein, c'est en cours de validation. À la phase des amendements, et il doit être déposé par la suite sur la table des députés pour adoption. Ça ne passera nulle part. Ça ne passera nulle part. Alors, vous pensez également que c'est... J'ai dit parce qu'on a des autorités qui sont suffisamment inspirées, maintenant bien ou mal inspirées. Parce que moi, je ne comprends pas. Quand je lis le texte, je ne comprends pas. Ça a l'air vraiment d'une plaisanterie. Parce qu'on ne peut pas opérer cette grosse reculade au moment où Newton Ahmed Barry est en train de proposer quelque chose de très simple. À partir du NIP sur le CNIB, la CNIB devient la carte d'électeur et puis tous les problèmes sont réglés. Carte, acte de naissance. Ah, sérieux? Non, c'est pas possible. Le ministre de l'administration territoriale va organiser des élections dans ce pays. Il disait, je me demande, et puis je me demandais comment ce monsieur-là se sentait quand il disait ça, quoi. Je sais pas. Il fallait garder ça dans les droits, il a dit à celui qui a... Il faut dire qu'il y a une large concertation aussi. Quand on écoute... Il y a des concertations inutiles. Alors, le CFOP a été consulté, la majorité présidentielle a été consultée. Moi, je sais pas. Oui, mais je veux dire que ce texte est sorti donc après toutes ces concertations. Il y a des concertations inutiles. Il ne faut pas chauffer la République pour des choses qui n'en valent pas la peine. À la prise du pouvoir, non, pendant la campagne, on dit par exemple que le cousin de l'extérieur a voté en 2020. Oui, ça... On revient dire que c'est à partir de 2020. J'ai un problème. Mais est-ce que, par exemple, pour le référendum, pratiquement, est-ce qu'on peut faire voter les Burkinabés de l'étranger? Je pense que la CENI est dans cette dynamique-là, le processus pour les faire voter. Maintenant, je pense, comme l'a dit les uns et les autres, ce n'est vraiment pas la peine de reculer autant. Il y a des dispositions à prendre peut-être pour intégrer la donne du référendum, comment on opérationnalise le référendum, c'est tout. Le reste, vraiment, je pense que c'est un débat politique où on veut nous amener. D'accord. Alors, chacun a donné son point de vue sur le sujet. On va évoluer avec cette autre actualité. Hein. On parlait tout de suite du MPP. Alors, la gestion du pouvoir par les MPP ne fait pas l'unanimité. 3 organisations de la société civile viennent de créer la coalition Boribana. Il s'agit de l'APDC de Safiatou Lopez, du CAR d'Hervé Ouattara et du M21 de Marcel Tankwano. Cette coalition a vivement critiqué la gestion du pouvoir lors d'une rencontre la semaine
dernière, je pense que c'était dimanche, à la Maison du Peuple. Selon elle, le changement inspiré par les Burkinabés depuis l'élection du président Kaboré tarde à venir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette coalition et de sa déclaration qu'elle a faite donc lors de cette rencontre? Bougouma. Quand vous me dites organisation, pour des gens qui disent que voilà, nous avons été montés par un parti politique et qui revient encore se réclamer de la société civile, en fait, c'est ce qui me fait sourire. Ça, c'est un. Et puis deuxièmement, on a l'impression que c'est beaucoup plus le mécontentement, le sentiment d'avoir été grugé ou d'avoir été trahi qui s'exprime. Et donc c'est beaucoup plus l'indignation, des gens qui se sentent troublés. C'est ce que moi, en dehors de Marcel, mais Hervé, j'ai vu Hervé, on a vu les photos d'Hervé avec les habits du MPP. Ça fait tout, même du bureau politique national du MPP. On a l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est comme si des promesses n'ont pas été tenues, c'est comme si des engagements n'ont pas été respectés. Bon, sur les réseaux sociaux, Boribana, il y en a qui ont traversé ça en Waribana. Donc, il y a une autre façon de revendiquer, parce que comme le Wari est fini... Vous y croyez, oui. C'est parce que le Wari est fini que Boribana... Jusqu'à présent, j'attends de voir clairement dans ce jeu, parce qu'il y a un collectif anti-référendum qui a fait sortir les jeunes burkinabés. Après, ça a été changé. Quand le référendum... Ça s'est passé, c'est devenu un citoyen africain pour la Renaissance. Et TAC, c'est pour revenir dire que nous avons été fabriqués par des hommes politiques. Après, on revient pour tester une certaine gouvernance. Finalement, on ne sait pas qu'est-ce que demain ces missions vont nous servir. C'est ce qui fait que, quand vous parlez d'organisation de la société civile, oui, mais moi c'est comme ça qu'on les appelle. Ce que je note, c'est que malheureusement, au lieu de travailler beaucoup plus à l'éveil de la conscience de la jeunesse, de travailler beaucoup plus à ce que les uns et les autres comprennent les enjeux démocratiques, les enjeux de la chose électorale. Parce qu'aujourd'hui, l'arme de changement, c'est dans les urnes comme les jeunes Sénégalais l'ont réussi. Certains de ces messieurs sont en train de verser dans un discours belliqueux, dans un discours haineux qui n'arrange pas la situation. Et ça ne contribue pas à une éducation citoyenne et à un renforcement de la citoyenneté. Et conséquent, c'est ce que nous voyons dans les villages, comme Rabo l'a dit. C'est ce que nous voyons, c'est nous. Soit nous ou pas nous. Et voilà donc. C'est ce qui fait qu'on est dans cette situation parce qu'on ne travaille pas à soi des bases solides d'une formation politique, d'une formation idéologique. L'intérêt est beaucoup plus ailleurs. On veut vite monter. Donc très rapidement, on est rattrapé par ses propres égarements. Et puis après, on revient encore chauffer la République pour rien. Voilà, c'est vrai. On revient chauffer la République pour rien. Se réunir et puis alors, on va voir si Yacine partage votre avis sur la coalition Boribana. Oui, oui, à la base, oui, parce que une coalition de plus pour tirer à boulet rouge sur le pouvoir de Roch, sur Salif Diallo, sur le MPP, sur le gouvernement Kabatiba. Je pense que ces personnes le faisaient sans être regroupées, elles se regroupent pour mieux le faire, c'est tout. Maintenant, quelle est la portée? J'ai bien vu ce commentaire-là, où on dit c'est parce que Waribana, que Boribana, mais je pense que véritablement, en fait, comme le traduit la traduction en Djoula, donc du nom de la coalition elle-même, Boribana, en fait, ces OSC-là sont à la fin de leur course, parce qu'en fait, elles n'ont plus de discours qui permettent de fédérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est toujours dans ce discours d'invective politique, alors que les citoyens veulent des exemples concrets. Au moins, ils ont compris que l'union fait la force, en copiant bien sûr l'exemple, parce qu'il y a eu le regroupement de la coalition d'Italiens, avec notamment des OSC comme le Balai citoyen. Donc, ils ont compris que mieux vaut signer donc, quand on est ensemble. Mais je pense que déjà, comme on l'a dit, à part le M21, le CAR et la PDC, on le sait, ils sont des enfants donc peut-être non reconnus, mais des enfants du MPP, je n'ai pas utilisé notre terme. Alors, partant de là, quelle peut être la crédibilité de leur sortie? Quelle peut être vraiment la portée de leur sortie? Je n'en vois pas. Aujourd'hui, ils ont compris qu'ils sont en perte de vitesse, qu'ils risquent de disparaître.
il faut répondre d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on a vu justement la coalition d'Italiens et d'autres organisations, notamment demander à la Sonabel de publier la liste des créanciers pour permettre donc de recouvrer ce que ces personnes-là doivent pour juguler les besoins en énergie. Je suis d'accord sur ces besoins d'action, mais sur la portée politique de la coalition Bouri-Bana, où on va. Parce que vous avez aujourd'hui, sur le plan de la réactivité citoyenne, ils sont dépassés, les organisations de la société civile, comme vous dites. Aujourd'hui, ce sont les activistes qui sont en avant, individuellement, qui sont capables de mobiliser, de mener une action et d'avoir des résultats. On citait le cas tout de suite des autorités, des futurs membres de l'autorité administrative indépendante. Je me rappelle du cas de ce fameux SG, donc la promesse du Yaka, qui avait fait une circulaire pour demander de cotiser à hauteur de 5 000 francs pour le mariage du haut-commissaire. Ce sont les activistes qui ont tout de suite fait bouclier. Et comme par hasard, le prochain du Conseil des ministres, on a eu un nouveau SG. A été suivi. Le prochain Conseil des ministres. Oui, mais grâce aux activistes, pas grâce à des organisations de la société civile. Donc, je pense qu'ils sont Bouri-Bana pour les OSC, donc ils trouvent une solution. Mais je pense que véritablement, il faut peut-être songer à ouvrir une boutique pour pouvoir renfouler si Bouri-Bana. Oui, on va permettre à Ramon. Non, si Bouri-Bana, peut-être qu'il faut attendre de voir. Parce que moi, je crois deux choses l'une. Ou bien ils sont frustrés et puis ils veulent régler leur compte au pouvoir. Ou bien ils sont envoyés par le pouvoir pour occuper l'espace. Mais est-ce que vous trouvez qu'ils sont dans leur rôle? Ah non, mais on est en démocratie, non? Oui, oui, oui. Chacun peut s'essayer où il veut. Chacun peut s'essayer. Maintenant, il peut réussir comme il peut échouer. Voilà, donc attendons de voir. Mais en tout cas, moi, je crois que, comme Yacine dit, la perspective n'est pas telle qu'ils puissent vraiment prospérer. Ça, c'est le pronostic que j'émets dès maintenant, en attendant de voir. Oui, je pense d'ailleurs beaucoup plus à une mission commandée. Parce que ce qui me dérange, c'est que ces messieurs portent atteinte parfois et de façon claire outrage à nos personnalités. Il n'y a personne pour dire c'est pas normal. Sous prétexte qu'on est de tel camp ou de tel camp, il y a des outrages qui sont faits à nos autorités et ça, je ne suis pas d'accord. Il faut que l'autorité s'assume. Ce n'est pas parce que on a été bon petit de ci, bon petit de cela, qu'il faut porter atteinte à l'autre autorité qui n'est pas. Donc vous ne relevez pas, vous n'êtes pas le filleul. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais ça également, étant donné que c'est le MPP qui a fabriqué ces monstres, qui a fabriqué ces bébés, naturellement on assiste à ça. Mais ce n'est pas joli pour la République, encore une fois. Je ne peux pas comprendre que des gens arrivent à un moment donné à porter atteinte à nos autorités. C'est des outrages clairement établis. Non, il faut sévir pour que, on dit, écoutez, chers enfants, on a cheminé ensemble, mais il faut siffler la fin de la récréation. Je pense que c'est un jeu qu'on a joué ensemble, il faut rentrer dans les rangs, ou bien, force reste à la loi, quoi. Il va falloir décider, parce que ce n'est pas parce que vous avez été ensemble, c'est vous qui l'avez fabriqué, qu'il faut le laisser vous outrager. Et nous, on est là, on assiste impuissamment à ça, alors que, pour rien, pour un oui, quelqu'un d'autre à leur place, à leur répondre. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. D'accord. Oui, Bama. Non, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas été très attentif, mais par rapport à ce que Bourma disait, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu vraiment outrage à nos autorités? Parce que moi, jusque-là, quant au discours, c'est vrai que je n'ai pas très suivi leur dernière sortie, mais jusque-là, quand j'écoute ce que ces gens-là disent, il y a une part de vérité dedans, parce que moi, je n'ai pas vu du mensonge, parce que c'est exactement la façon dont le pays est géré qui est dépeinte le plus souvent. Le pays est mal géré, il y a la corruption rampante. Moi, je pense que c'est la réalité. Pour peu qu'on veut être vraiment objectif, c'est la réalité. Mais maintenant, là où se pose le vrai problème, c'est la qualité des gens qui tiennent ce discours. Je suis d'accord avec ça. Parce que je veux bien, le pays est mal géré, il y a des problèmes, nos autorités ne sont pas des gens à qui on peut en tout cas, faire confiance. Alors, si c'est la réalité que quelqu'un le dise, moi je ne vois pas surtout le problème. Maintenant, cette personne-là aussi, il faut qu'elle ait la légitimité pour nous le dire. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que des gens qu'on a vus dans ce même pays, drapés dans les pagnes de la FEDABC il n'y a pas si longtemps, drapés dans les pagnes du MPP il n'y a pas si longtemps, qui se retournent, qui viennent nous dire non, que... Et d'ailleurs, c'est là où je suis d'accord avec eux. Bernard doit comprendre que si les gens sortent d'une maison, c'est comme, comment on appelle ça, la grenouille qui sort de la mare pour venir dire que le caïman a mal à l'œil. Pourquoi tu n'as pas le courage? C'est nous qui vient de là-bas. Oui, c'est ça. Les gens sortent de leur maison, viennent vous dire que leurs gars sont ci, sont ça. Voilà, c'est ça la réalité, quoi. Je sais pas. Donc moi, franchement, c'est ça. Maintenant, il faut que les gens soient vigilants pour savoir, lire entre les lignes,
qu'est-ce que ces gens qui ont fait tout ça, qui reviennent nous tenir ce discours, qu'est-ce qu'ils cherchent au juste? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire faire? Parce que là, il ne faut pas qu'on se laisse aussi berner par des gens qui... Enfin, voilà. Voilà, et sur la question de Waribana, vous pensez que c'est parce que... Bon, franchement, moi, je ne rentre pas dans ce genre de choses que... Bon, Waribana, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils n'ont plus, je ne sais vraiment pas, mais vraiment... Moi, je pense qu'on doit rester vigilant. D'accord. Une dernière réaction, sinon on va poursuivre parce qu'on est vraiment pris par le temps. On va parler donc de la fin de la grève des agents donc, du Trésor. Finalement, il y a eu un accord avec le gouvernement qui a été signé le 29 mai dernier, un protocole d'accord donc qui met fin à plusieurs semaines de grève. Alors, une grève qui a eu des conséquences aussi bien sur les activités étatiques que sur celles des entreprises privées. Qu'est-ce que vous pensez donc de cet accord qui a été trouvé? Elle a été tardive, le gouvernement a trop cédé. Qu'est-ce que vous en pensez, Bougouma? Vous parlez de grève, moi je suis surpris, parce que je ne crois pas que ce soit une grève. Oui, bon. C'est un mouvement d'humeur qui a pris du temps. Ah bon? Mais il n'y avait pas de travail. Non, il y a eu grève, aussi il y a eu sitting. Maintenant, le sitting de 7h à 15h. À 15h, c'est une grève. Vous travaillez à quelle heure? Longuement prolongée. Mais vous travaillez à quelle heure si vous êtes... Et justement, mais légalement, la grève n'est pas constituée. Ok. Un sitting qui se tend sur la durée, parce que tout simplement, on ne veut pas réellement aller en grève en bonne et due forme au risque d'être coupé. Donc, se sacrifier pour avoir mieux. Mais on trouve les failles au niveau de la loi et on fait avec, puis on dit c'est une grève. C'est où je suis à une partie qui a été une grève, mais une partie, moi je ne sais pas quel nom il faut le donner. Donc c'est là ma préoccupation. Heureusement, un accord a été trouvé, on ne connaît pas très bien les tenants et les aboutissants. Alors, je ne sais pas si Hyacinthe a pu les avoir, comme maintenant il refuse de venir chez vous. Je ne sais pas si vous avez pu avoir le contenu. On les attend pour savoir qu'est-ce qui a été réellement dit. Le fond commun, surtout, qu'est-ce qui a été... Ce qui est curieux, c'est que le leader qui a vraiment le verbe haut a littéralement perdu la parole le jour de la signature de l'accord. Et c'est ça qui a retenu l'attention des uns et des autres. Bon, jusqu'à présent, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour que des gens qui ont le verbe haut jusqu'à quelques minutes de cette signature, après perdre le latin. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut dire que vous n'êtes pas d'accord, mais vous ressortez pour pouvoir même avoir un propos devant les médias. Finalement, vous ne savez pas ce qui a été dit. Mais des fois, quand on a trop eu aussi, on perd le verbe aussi. Justement, il faut dire, si c'est la bouche qui est pleine de farine et que vous ne pouvez pas parler, il faut dire aussi, il faut dire de patienter. D'accord. Sur nos antennes, le ministre a dit que le contenu de l'accord n'était pas mouta-mouta. Et il a expliqué qu'il y a eu des concessions qui ont été faites à certains niveaux parce qu'ils ont convenu avec les syndicalistes du Trésor que, effectivement, par rapport à d'autres agents publics qui sont pratiquement dans leur situation, les agents du Trésor qui déposaient un cautionnement avant de gérer l'argent public là étaient en situation d'injustice. Et il y a eu une correction qui a été faite à ce niveau-là. Il a dit qu'au niveau aussi du fonds commun, il y a eu des réajustements qui ont été faits. On a même demandé si ça voudrait dire que l'enveloppe restait la même ou que l'État allait approvisionner davantage. Je crois qu'il semble dire que l'État va approvisionner davantage le fonds commun du Trésor. Et donc je crois que c'est là qu'il y a eu un gain au niveau des travailleurs. Sinon au niveau du statut autonome, il a dit pas question. Le ministre a dit il n'est pas question parce que ce n'est pas prévu dans la Constitution. L'un dans l'autre, moi ce qui me gêne, je suis en train de chercher partout dans le monde un pays où des dirigeants ont fait face à des grèves aussi perlées sur pratiquement toute la durée de leur mandat. Je n'en vois pas. Il faut que les gens me donnent des exemples. Parce qu'au moment où le Trésor finit, le Sincha Hôpital Yalrado commence. Vous voyez, je me demande s'il n'y a pas une concertation pour empêcher de gouverner, empêcher de travailler. Sinon, je n'ai pas de problème. L'autre inquiétude que j'ai, si toutes les revendications se font de façon corporatiste et que le gouvernement doit gérer ça quotidiennement, bon, quel temps il va avoir après pour travailler? Est-ce qu'il ne faut pas aller à un vrai débat national sur la question, régler ça une bonne fois pour toutes et puis aller au développement? C'est ce qui est gênant, quoi. Sinon, bon, qu'on améliore les conditions de vie et de travail des gens, c'est plutôt bien, pourvu que le pays n'en pâtisse pas.
D'accord, il nous reste 1 ou 2 minutes pour terminer. Hyacinthe? Non, le seul bémol, c'est vraiment sur le contenu des accords. Comme l'a dit Rabo, c'est juste le ministre qui s'est un peu épaché sur certains accords, notamment la question où sont restés fermes le statut autonome, mais également le relèvement des salaires et sur les concessions qu'ils ont faites. Mais ils ne donnent pas de chiffres. Le syndicat demandait un relèvement de 0,30 à 0,75 sur le fonds commun. Est-ce que ça a été fait? À combien de % ça a été fait jusqu'à présent? Ni le syndicat, ni le ministre ne veulent s'exprimer dessus. Il y a d'autres questions sur lesquelles ils veulent bien s'exprimer. C'est la question de l'audit du siège. Construit à Ouagadougou, des locaux à la ZAD qui ont été donc... et le rattachement justement des agents comptables au Trésor, sur lesquels ils sont bien volubiles, mais sur le contenu de l'un des points donc... Combien on a cédé, combien aujourd'hui les travailleurs gagnent concrètement. Un cadre de catégorie A du Trésor, combien il va gagner désormais après cette grève-là, personne ne veut. En tout cas, le ministre a dit que l'État va dépenser un peu plus, mais qu'il n'a même pas encore fait le calcul. Toujours des moutamouta, et au sein des syndicats, et au sein du gouvernement. Oui, pour terminer, très rapidement, en fait, sur cette question, moi je crois que les gens ne prennent pas au sérieux. Parce que moi je pense qu'une question aussi cruciale ne peut pas se terminer comme ça, et on ne veut pas nous dire exactement ce qui s'est passé. Je ne vois pas, c'est pas s'il y a une loi qui interdit de rendre public un tel rapport, un tel protocole d'accord. Peut-être que ce n'est pas pour... Je sais pas. Pour ne pas... Non, mais au vu des agents publics, pour ne pas tenter d'autres travailleurs. Voilà, au vu des travailleurs. Quand les autres vont voir les avantages, ils vont... Mais tôt ou tard, ça va sortir. Ah oui. Comptez bien sûr les journalistes pour fouiller et refouiller autant d'années que ça va prendre, mais ça va sortir. On saura tôt ou tard. Alors, qu'est-ce qu'on aura évité? Si on avait expliqué tout de suite et maintenant ce que les gens ont eu, pour qu'on a cédé, ça permet d'anticiper sur les autres. Parce que si vous donnez à un corps, l'autre corps, comme l'a dit Rabo, il y a les médecins donc, de Cincha qui veulent gréver, il y a les péagistes qui programment pour le 8 et aussi vont demander. Et si dans un mois on découvre qu'en fait, voici ce qu'on avait cédé au syndicat, bonjour les nouvelles grèves. D'accord. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce dimanche. On n'aura pas le temps. Oui, la régie me donne 1 minute. Ils m'ont donné jusqu'à midi 3. Donc, on ne peut pas parler de Donald Trump et de sa décision de sortir de l'accord de Paris. Peut-être qu'on aura une autre occasion de revenir sur... Il ne tiendra pas devant cette pression-là. Bon, pour en tout cas les défenseurs du climat, ça va être une bonne chose. Alors, je vous remercie en tout cas tous d'avoir accepté, donc sacrifier votre dimanche matin pour cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez en compagnie de nos programmes.